Bienvenue à tous, chers compatriotes. Aujourd'hui, dimanche 5 janvier 2025, on se réveille et on commence l'année par cette insécurité grandissante dans l'est de la République démocratique du Congo. Et depuis le 2 janvier, la rébellion a lancé deux attaques simultanément dans deux axes différents, dont les combats ont éclaté très violemment et malheureusement 2 jours plus tard, sans relâche, les différentes localités qui étaient visées sont tombées malheureusement entre les mains de cette rébellion qui n'est que l'armée rwandaise sous couverte de cette appellation M23, qui en réalité n'est que les CNDP qui ont signé ces accords-là du 23 mars 2009, et d'où ils s'en cachent pour se faire appeler le mouvement du M23. Alors qu'en réalité, c'est le CNDP qui était autrefois dirigé par Laurent Kunda Batouaré, qui avait fui le feu des FARDC sous le commandement de feu général Jean-Félix Mboudzamabé, paix à son âme. Et juste pour rappeler que l'ennemi n'a jamais été aussi fort devant les FARDC. On les a battus à plusieurs fois sur terrain et non par les négociations. Alors, les localités qui sont désormais dans le territoire de Massissi, passées sous contrôle de l'ennemi depuis hier le 4 janvier. Il s'agit de Kaniro, de Katale et de Massissi Centre, qui est le chef-lieu de ce territoire. Et là, on est pratiquement à plus ou moins 70 km de Goma. Ce qui donne un peu la ville de Goma à être petit à petit encerclée par finalement cet ennemi. Parce que souvenez-vous qu'à Rubaya se situe aussi à plus ou moins 70 km au nord de Goma. Donc, alors, là où ça semble être très compliqué, c'est le fait que les volontaires Wazalindo, en dépit de leur engagement citoyen, ils finissent toujours par faire l'objet du même... je m'excuse, de la même difficulté. C'est-à-dire, ils tombent toujours à court de munitions. Et automatiquement, ils décrochent, ils détalent, parce que ce n'est pas une guerre de lance-pierre, mais bien une guerre à l'arme lourde, à l'arme fatale, létale, je voulais dire, c'est-à-dire les armes qui donnent la mort. Donc c'est une guerre militaire. Alors pourquoi et comment expliquer que chaque fois c'est toujours le même problème qui revient, que l'on n'arrive pas à résoudre? Les Wazalendo finissent toujours par tomber dans cette situation-là de manque de munitions. Est-ce que nous en manquons finalement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi finalement comment comprendre que à l'issue de 2-3 jours de combats intenses, il n'y a pas d'appui des forces aériennes face à une telle bataille. Et pourtant, les populations ont eu à se vider de plusieurs territoires. Parce que, pour s'épargner de tous ces combats-là dont les victimes sont pratiquement les populations civiles. Et encore que, comment on ne prend jamais au sérieux les alertes de la part des sociétés civiles locales qui ont alerté 3-4 jours avant, depuis d'ailleurs le 30 décembre, la société civile locale de ces coins-là a alerté plusieurs fois que voilà, il y a un mouvement des troupes rwandaises vers ces axes-là et qui serait déterminé à prendre Massissi. Alors que de l'autre côté, dans Lubero, on avait l'impression d'en arriver, d'être au bout de l'ennemi. Mais donc l'ennemi est en train de jouer ou d'appliquer quel type de tactique qui serait au-delà de l'intelligence des FARDC. Pourtant, les FARDC ont eu à battre cet ennemi plusieurs fois. Le 2 janvier, ici, nous venions de célébrer la mémoire du vaillant soldat, le colonel Mamadou Ndala, paix à son âme.
Mais Mamadou Ndala, ce n'était pas à la table des négociations qu'il a battu ces rebelles. Et c'était bien en application d'un plan de guerre établi par le général Jean-François Olenga, qui avait été nommé en remplacement du général Amissi aux fonctions de commandant de la force terrestre. Parce que même si on doit pilonner les positions de l'ennemi, mais c'est la force terrestre qui doit récupérer mètre par mètre les territoires ou l'espace occupé par l'ennemi. Et le général Jean-François Olenga, qui avait aligné Mamadou Ndala à la tête de ce bataillon-là, ils ont appliqué un plan de guerre conçu par eux. Et ce sont nos militaires. Ce ne sont pas des militaires appartenant à Kabila. D'ailleurs, Jean-François Olenga est dans l'armée bien avant même que Mobutu prenne le pouvoir. Donc, ce n'est pas un général de Mobutu, moins encore de Kabila. Et ce n'est pas un général de Félix Tshisekedi, mais plutôt des généraux de la République démocratique du Congo. Parce qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable citoyen congolais. Mais pourquoi ne pas recourir à toutes ces intelligences-là qui ont eu à gérer la même situation et pour en venir au bout? Parce que comment on peut discuter que le M23 n'avait jamais été vaincu sur terrain militaire, mais pendant que nous célébrons Mamadou Ndala, qu'il est héros, qu'il en est héros, c'est parce qu'ils ont été battus. Donc ce sont les victoires militaires de la RDC et non les victoires militaires d'un individu. Quand il y a une coordination bien faite au sein de l'armée et avec l'esprit de corps, mais cet ennemi-là ne vaudra rien. Comment encore comprendre que les FARDC actuellement, avec un budget de plus ou moins 2 milliards de dollars, ne puissent en arriver au bout d'une rébellion qui n'a même pas un budget conséquent, même pas un budget de 50 millions de dollars. Ce que la communauté internationale ou l'Union européenne donnerait au Rwanda 20 millions, ou 50 millions, 10 millions, eh bien Kagame ne déverse pas ça sur la rébellion du M23. Et malgré tout cela, c'est encore insignifiant par rapport au budget qui est mis à la disposition des FARDC. Comment expliquer qu'il y ait toujours cette situation-là de manque de munitions qui contraint alors les Wazalendo qui tiennent à détaler? Même les FARDC qui ont opposé quand les M23 étaient encore au niveau de Kaniro, quand ils ont pris la localité de Kaniro. Maintenant, et qu'ils devraient se diriger, c'est déjà à Kaniro, c'est à 12 km de Massissi Centre. Mais pendant qu'ils devraient arriver, pour arriver à Massissi Centre, il y avait un verrou qui paraissait être infranchissable par l'ennemi, constitué par exactement les FARDC, au niveau de Katale. Et toute la journée du 3 janvier, les FARDC ont opposé une résistance farouche. Mais comment expliquer que quelques heures plus tard, Katale tombe et on apprend par certaines sources qu'il y a eu un ordre de repli stratégique. Et les FARDC ont exécuté ce repli stratégique-là. C'est ainsi que l'ennemi a finalement pris Katale et ça lui a donné le boulevard vers Massissi Centre où ils ont occupé Massissi Centre depuis hier, le 4 janvier. On en avait une fois dénoncé, bien que nous ne soyons pas experts en la question en la matière militaire, mais quand même, on se pose trop de questions. Quand vous ordonnez des replis militaires sur votre territoire, parce que la guerre ne se passe pas au Rwanda, mais c'est bien en RDC. Mais le vide là, tout de suite l'ennemi récupère le vide et il occupe, il avance. Combien de localités avions-nous perdu, toujours au regard des ordres faisant repli stratégique? Une trentaine quand vous lisez les événements de cette occupation. Toujours par des replis stratégiques et par la suite, on n'arrive plus à récupérer les territoires perdus sous ordre de repli stratégique.
Qu'est-ce que nous pouvons conclure dans tout ça? Ceux qui donnent les ordres de repli stratégique, c'est en vertu de quoi? Alors, il faudrait que le gouvernement s'assume, que le commandant suprême s'assume. Parce que finalement, on n'arrive plus à comprendre tout ce budget-là qui est mis à disposition des FARDC. Devrait quand même trouver sa raison de ce fait-là. Une rébellion dont les éléments sont estimés à plus ou moins 4 éléments de RDF. Mais quelle est la tactique qu'eux appliqueraient que nous, on n'a pas? Alors nous commençons à croire à autre chose, qu'il s'agirait sûrement des trahisons. Il y a des gens qui trouvent intérêt dans la persistance de cette insécurité du fait de la rébellion. Vraiment, c'est très compliqué, ça fait très mal, ça fait réfléchir. Et c'est pendant que nous célébrions la mémoire du vaillant soldat colonel Mamadou Ndala que des localités sont tombées. Donc le Mamadou Ndala se serait retourné dans sa tombe. Et le général Bouza Mabé, il s'en serait retourné 1000 fois. Le général Baouma, paix à leurs âmes, qui nous ont battus ces frétins-là. Et non pas à la table de négociation, mais bien sur le terrain militaire, sur le terrain de combat. Où se discutent les plans militaires, les plans d'attaque face à ce petit ennemi? C'est très triste pour la RDC de constater que les choses ne semblent pas évoluer positivement au bénéfice de la République démocratique du Congo. Et nous entamons une nouvelle année avec ce genre de nouvelles. Espérons que toutes les dispositions sont déjà prises de manière à ce que la réplique soit au-dessus de cet ennemi. Sinon, l'empire de cet ennemi est en train de connaître son expansion sur le territoire congolais. Et alors que les États-Unis continuent à faire pression sur le président Tshisekedi, qu'il puisse retourner dans le processus et de Luanda et de Nairobi. Mais on va y aller sous quelle forme? En état de faiblesse. Quand on y va, ayant perdu encore plus de localités qu'en ce temps-là. Ce ne serait pas une bonne posture. On ne négocie pas en position de faiblesse. On négocie pendant qu'on est en train de diminuer l'influence de l'ennemi sur le terrain des combats. On n'y va pas pendant que l'ennemi est en train de connaître l'expansion. Non, on doit d'abord se battre. Et surtout avec Anthony Blinken, qui nous colle à la peau la responsabilité de défaire les FDLR, lesquels on avait rapatriés au Rwanda. Et ils sont revenus. Par quelle voie? Parce que ça accuse aussi la porosité de nos frontières. Eux qui sont auteurs de la présence même de ces phénomènes-là, FDLR, sur le sol congolais, en 1994. Tshisekedi n'était pas président. Il ne savait même pas qu'un jour, lui, sera président dans ce pays. Du moins, peut-être qu'il était sûr qu'il vivra un jour en tant que fils d'un président de la République, parce que tout le monde croyait vraiment que Etienne Tshisekedi finira par occuper ces fonctions-là. Mais le destin en a fait tout le contraire. Alors en 1994, c'est la communauté internationale qui avait imposé au maréchal Mobutu d'ouvrir ce corridor-là sous l'opération turquoise avec la France en tête. Et ils n'ont jamais pris le temps ni la moindre disposition de désarmer ces FDLR-là. Ces Rwandais qui sont entrés sur le sol congolais avec toutes leurs armes. Et aujourd'hui, c'est à la RDC de chercher à anéantir un fantôme.
C'est là tout ce qui est injuste de la part de la communauté internationale. Or, les États-Unis sont qualifiés de partenaires privilégiés par le gouvernement congolais. Ça doit cesser, cette histoire-là. Un partenaire privilégié, mais qui nous étouffe au bénéfice de l'ennemi. Que dire du cessez-le-feu de l'autre fois quand il y avait les élections au Rwanda? Et pendant ce temps-là, le Rwanda a continué à occuper des localités. Plus de 13 localités ont été occupées pendant la déclaration de cessez-le-feu. Vraiment, c'est très compliqué cette situation, quel que soit le complot, mais il faudrait que l'on revisite aussi notre comportement en interne pour en arriver au bout. Sinon, on ne sait pas, finalement, nous sommes en train d'aller vers quoi? Vers quel genre de situation? C'est la situation de ce jour et on reviendra encore vers vous aux heures du soir pour constater s'il y a une quelconque évolution de part et d'autre. On en fera toujours un décryptage, c'est notre devoir. Que Dieu bénisse la RDC.